19h à Alger, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien de l'information sur Al24 News, la une de l'actualité. Au moins 34 personnes tuées lors d'un bombardement Omdurman au Soudan. Le bilan des victimes est lourd dans un pays qui semble de plus en plus gagné par la violence. Après l'agression sioniste, le président palestinien Mahmoud Abbas au chevet des frères palestiniens à Jenin, plus que jamais l'un des symboles forts de la résistance contre l'occupant en Palestine. De l'eau dans le gaz en ce qui concerne les relations entre Washington et l'entité sioniste. Depuis l'arrivée de Netanyahou au pouvoir, la presse américaine annonce une réévaluation de la relation de la part des États-Unis. Et enfin, clôture du sommet de l'OTAN à Vilnius. Qu'en sera-t-il du dossier de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance transatlantique? Réponse dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Soudan, les drames se suivent et se ressemblent depuis le déclenchement du conflit, faisant de plus en plus de victimes au sein de la population civile. Selon un communiqué publié mercredi par le ministère soudanais de la Santé, un bombardement Omdurman a coûté la vie à 34 personnes, dont plusieurs enfants. Amin Toutah. Presque 3 mois de conflit et toujours pas de perspective de paix au Soudan, à l'image du bombardement qui a ciblé un marché populaire à Omdurman dans l'ouest de la capitale Khartoum. Un bombardement qui a coûté la vie à 34 personnes, dont plusieurs enfants. Selon le ministère de la Santé soudanais, la majeure partie des victimes sont des commerçants du marché Melja et des propriétaires de véhicules de transport. Un drame de plus et une nouvelle escalade sur fond de rapprochement quasi impossible entre les deux belligérants, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Dans ce registre, l'Organisation des Nations Unies a affirmé par la voix du chef de la mission pour le Soudan, Volker Perthes, que le pays est sur la voie de ce qu'il a qualifié d'une guerre civile qui serait selon lui susceptible de déstabiliser toute la région. Le diplomate onusien juge vital de demander des comptes aux responsables de crimes dans ce conflit. Les combats qui se déroulent au Soudan depuis 3 mois pourraient se transformer en un conflit ethnique, tribal et idéologique, bien plus proche d'une guerre civile totale. Sur le plan humanitaire, l'Organisation internationale pour les migrations avance le chiffre de 3 millions de déplacés après presque 90 jours d'affrontements. Parmi eux, 730 000 déplacés externes dans les pays limitrophes, principalement le Tchad. Un nombre qui pourrait accroître au vu d'une situation politico-sécuritaire dans une impasse absolue depuis le 15 avril dernier. L'économie algérienne, désormais, elle connaît un nouveau souffle depuis la fin de la crise Covid grâce à la nouvelle stratégie axée sur la relance de l'investissement et les exportations hors hydrocarbures. De nouveaux objectifs ambitieux sont fixés et ce chiffre annoncé par le président Abdelmadjid Tebboune, 13 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures pour 2023. Retour sur les points focaux de cette stratégie avec Mélissa Nourkemilat. La diversification économique sous ses formes les plus pragmatiques. Depuis quelques années, l'Algérie en a fait une marotte. Au sortir de la crise Covid, l'exécutif algérien a en effet jeté son dévolu sur la promotion des exportations, notamment celles hors hydrocarbures. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué une occasion de le rappeler, une économie viable et pérenne se doit de prendre ses distances de la logique rentière. كنت تنصيب نتاع المجلس الأعلى للمصدرين للتصدير اللي يتكفل هو بكل مشاكل تاع المصدرين والحوافز اللي نعطوها لهم والتسهيلات اللي تكون لهم باش في سنة 2021 لما قلنا باش نوصل ل 5 ملايير دولار يعني بعض الأصوات سخرية الجزائر ولات سخرية خليهم يحلموا وصلنا ل 5 ملايير الحمد لله ومن بعد طلعنا السقف إلى 7 ملايير ورانا على وشك وصلنا على 7 ملايير تاعنا وصلنا ورانا على وشك تاع 13 مليار دولار تصدير خارج المحروقات. Des objectifs ambitieux mais mesurés sont alors fixés en matière d'exportation.
Elle passe de 1,7 milliard de dollars en 2021 à 7 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de près de 400%. Mais la dynamique en faveur de la promotion hors exportation des hydrocarbures n'est pas une opération du Saint-Esprit. L'Algérie a tracé les contours d'une stratégie claire ayant pour fer de lance la nouvelle loi sur l'investissement. Car pour pouvoir exporter, il faut d'abord produire localement. La production locale, avec un taux d'intégration minimum exigé, devient la pierre angulaire de la stratégie algérienne. Un certain nombre de projets structurants sont lancés ou relancés dans des secteurs stratégiques à l'image de l'agriculture, les mines ou encore les infrastructures. Le choix des partenaires étrangers ne se fait plus au détriment des locaux. Désormais, la compétitivité et l'efficacité sont retenus comme uniques critères de sélection. Un signal fort est alors envoyé au secteur privé, appelé à prendre ses responsabilités, jouer son rôle de locomotive et s'ouvrir à de nouveaux marchés émergents et à leur tête l'Afrique. Là aussi, des marqueurs clairs sont identifiés. Succursales bancaires à l'étranger, nouvelles lignes aériennes et maritimes sont entre autres créées pour contribuer à l'essor de la communauté d'affaires algérienne en terre africaine. En 2023, pas moins de 1450 projets industriels sont en cours de réalisation en Algérie. Le pays se fixe comme nouvel objectif 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, à condition d'atteindre un taux de croissance de 4,5%. Le président iranien Brahim Raïssi entame sa tournée africaine par le Kenya. Raïssi a été reçu ce mercredi par son homologue William Ruto, selon le chef. Dans le cadre de ses consultations politiques régulières, le chef de la mission onusienne en Libye, Abdoulaye Batili, s'est entretenu avec le président du Conseil national libyen, Mohamed El-Menfi. Les deux hommes ont déclaré que les discussions ont été fructueuses et ont eu lieu autour de la situation politique actuelle du pays, ainsi que sur l'importance de la participation de toutes les parties prenantes et institutions libyennes en faveur d'une solution rapide en vue d'aller vers des élections qui répondront aux aspirations du peuple libyen. L'actualité africaine en Somalie également, qui a annoncé mardi la neutralisation de 50 terroristes du groupe Al-Shabaab, dont des chefs, lors d'une opération militaire dans le sud du pays. Des médias locaux rapportent que les forces armées et les forces locales de l'État de Jubaland ont mené une opération conjointe dans la ville de Ouilemero après que les forces conjointes ont affronté les terroristes dans la ville, ce qui a conduit à l'élimination de 50 éléments du groupe terroriste, y compris des commandants sur le terrain. Côte Sahraoui, le siège du Parlement européen à Strasbourg a encore une fois été le théâtre d'un sit-in de protestation contre la politique de pillage des richesses et des ressources naturelles du Sahara occidental orchestré par le Maroc ainsi que son annexion à l'occupant marocain lors de la signature d'accords avec l'Union européenne. Le mouvement a été organisé mardi par un nombre de députés européens appartenant à divers courants politiques. Le dossier sahraoui présente également dans le paysage politique en Espagne qui s'apprête à élire un nouveau parlement et former un nouveau gouvernement à 12 jours d'un scrutin législatif qui s'annonce extrêmement difficile pour la coalition au pouvoir. La conjoncture socio-économique et les questions internationales étaient au cœur d'un débat télévisé plutôt tendu entre le chef du gouvernement actuel Pedro Sánchez et son rival et principal opposant Alberto Núñez Feijóo, chef de file du Partido Popular. Le point avec Neila Hamouda. Premier et dernier face-à-face surchauffé entre le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez et le leader du Parti populaire Alberto Núñez Feijóo. Les deux candidats aux prochaines élections du 23 juillet se sont affrontés sans ménagement, n'hésitant pas de se traiter de menteurs. En manque de confiance et ridiculisé, Pedro Sánchez s'est tout simplement fait laminer lors d'un débat télévisé en direct à la télévision publique espagnole par son adversaire qui a dénoncé ses incohérences au pouvoir. N'étant pas en mesure de suivre toutes ces accusations, en particulier celles liées à son revirement dans le dossier du Sahara occidental, une position que Núñez s'engage à corriger s'il remporte les élections du 23 juillet.
al equilibrio entre Argelia, el pueblo saharaui, Marruecos. Nous devons revenir à une politique d'équilibre entre l'Algérie, le peuple sahraoui, le Maroc et l'Espagne. C'est la politique étrangère que nous avons toujours adoptée, avant que vous ne la changiez. Vous ne pouvez pas changer la position envers le Sahara occidental sans consulter le peuple espagnol. Votre politique internationale est incompréhensible et contradictoire. Pourquoi vous avez changé les relations stratégiques de l'Espagne avec le Sahara occidental? Pourquoi et qui a envoyé cette fameuse lettre? Monsieur Sanchez. Monsieur Sanchez, qu'est-ce qui s'est passé avec Pegasus? Qu'est-ce qu'ils ont contre vous? Qu'est-ce qu'ils possèdent sur l'Espagne? Aujourd'hui, le juge a classé la question en raison de l'absence de votre collaboration. Monsieur Sanchez, quelle politique étrangère avez-vous? Vous ne donnez aucune explication au Parlement. Tout le monde ignore le contenu de vos accords avec le Maroc. Pour rappel, le revirement de Madrid a été qualifié par la classe politique comme erreur monumentale. Avec la suppression du traité d'amitié par Alger avec l'Espagne, les critiques ont redoublé de férocité. Cette décision avait provoqué la foudre sur Pedro Sanchez, une avalanche qualificative qui a failli lui valoir la Palme d'Or de l'homme à la pire critique. Dans les sondages, le conservateur Alberto Núñez Feijóo est donné favori, mais il aura besoin pour gouverner du soutien de l'ultra-droite. Cet unique débat télévisé de la campagne électorale espagnole a déjà montré la couleur des prochaines élections. Selon les analystes, le chef du gouvernement sortant a peu de chances de l'emporter. Dossier palestinien, je vous l'annonçais en titre, le président Mahmoud Abbas s'est rendu ce mercredi au camp de Jénine après l'attaque barbare et meurtrière des forces sionistes contre la ville et son camp de réfugiés, où il a été accueilli par une foule immense. Mahmoud Abbas a d'abord déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des 9 martyrs tombés lors de cette agression, avant de déclarer que le camp de Jénine, je cite, est un exemple de la résistance, de l'insoumission, de la lutte du peuple palestinien. Le président palestinien n'a pas manqué d'ailleurs à cette occasion de rendre hommage à l'Algérie, qui, rappelons-le, a fait don d'une enveloppe de 30 millions de dollars pour contribuer à la reconstruction du camp de Jénine. Les forces d'occupation sionistes ont procédé à l'arrestation de 16 Palestiniens en Cisjordanie. Parmi eux, 3 détenus libérés et 2 frères à Ariha. De nouvelles incursions par une dizaine de colons ont également eu lieu dans la mosquée Al-Aqsa. Des incursions toujours encadrées par une forte protection policière. Dans ce contexte de tension, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, dont les territoires palestiniens occupés, a appelé l'entité sioniste à mettre fin à toutes les expulsions forcées discriminatoires des Palestiniens à Al-Quds Est occupé. Soulignant par ailleurs que cette pratique est interdite par le droit international, le droit international humanitaire interdit à l'occupant sioniste d'imposer ses propres lois, dont les territoires palestiniens occupés, a dénoncé le bureau onusien appelant l'entité sioniste à abroger immédiatement les dites lois. Et c'est ce même contexte d'escalade avec Benjamin Netanyahou, la tête du gouvernement sioniste, qui est source de nouvelles tensions entre l'administration du bureau ovale et l'entité sioniste de l'eau dans le gaz, selon les observateurs de la politique étrangère américaine. Le New York Times affirme de son côté que Washington se serait déjà engagé dans la voie de la réévaluation de sa relation avec son allié, Safwan Ben Sabri. Allié historique et inconditionnel, c'est l'expression qui a prévalu à l'heure de décrire les relations entre les États-Unis et l'entité sioniste. Depuis 1945, les États-Unis se sont portés garants de la sécurité de l'entité sioniste. La donne pourrait changer à la lumière des dernières tensions entre les deux parties. À Washington, le ton se durcit envers les agissements des dirigeants sionistes qui se heurtent depuis des mois à une fronde interne de grande ampleur contre la réforme du système judiciaire. L'administration Biden se voit profondément préoccupée par 2 facteurs, l'intensification de la politique de colonisation d'une part et la dérive antidémocratique d'autre part. C'est le gouvernement le plus extrémiste que j'ai vu depuis Golda Meir. Des ministres qui disent « nous pouvons nous installer là où nous voulons » font partie du problème. L'allié le plus important de l'entité sioniste pourrait ne pas suivre Netanyahou dans sa dérive extrémiste et autoritaire.
La non-invitation de Netanyahou à la Maison-Blanche pour des raisons politiques vient mettre un peu plus de distance entre les deux parties. Alors que le Moyen-Orient est en train de vivre une lente mais sûre désaméricanisation, la baisse de l'influence de Washington dans la région fait craindre aux dirigeants sionistes de se retrouver isolés à long terme. La fuite en avant de la classe politique sioniste pourrait mener à terme à une refondation profonde des relations entre les deux gouvernements. Et en Europe, ce sont donc des effets d'annonce sans effet immédiat qui sont à retenir au terme de ce sommet européen, ce sommet de l'OTAN à Vilnius. Laissons le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur sa faim et son espoir d'adhérer un jour à l'OTAN, même s'il se dit satisfait de l'aide promise sur le plan militaire. Retour sur le sommet de Vilnius avec Souhila Akilal. L'Ukraine sera invitée à rejoindre l'organisation transatlantique quand les conditions seront réunies. À Vilnius, la capitale lituanienne, les membres de l'Alliance Atlantique ont tenté de donner des gages à Kiev, sans pour autant fixer de calendrier précis. Les observateurs avancent qu'il existe comme un flou maintenu et des promesses qui sonnent comme une volonté de maintenir le statu quo. Les décisions prises ici à Vilnius marquent le début d'un nouveau chapitre dans la relation entre l'OTAN et l'Ukraine. Aujourd'hui, nous nous réunissons en tant qu'égaux. J'attends avec impatience le jour où nous nous rencontrerons en tant qu'alliés. Même si pour ce second jour de la rencontre, les alliés se sont attelés à présenter un plan d'engagement à long terme pour la sécurité de l'Ukraine. Il n'en demeure pas moins que le sommet de Vilnius a déçu l'espoir du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui peu avant son arrivée en Lituanie avait qualifié d'absurde le fait que son pays n'ait pas de calendrier d'adhésion. Nous pouvons dire que les résultats de ce sommet sont bons, mais si nous recevons une invitation, ce sera l'idéal. Du côté du G7, si le président américain Joe Biden s'est toujours montré enclin à assurer une assistance militaire à l'Ukraine, il a cependant toujours fait preuve de réserve quant aux promesses d'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. De leur côté, l'Allemagne et la France se sont engagées à fournir une aide militaire supplémentaire à Kiev. Si Berlin a annoncé livrer près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine, Paris a, elle, annoncé la livraison de missiles longue portée SCLAP à l'Ukraine. Ces promesses viennent en complément aux dizaines de milliards de dollars d'équipements déjà livrés à l'Ukraine depuis le début du conflit. Côté russe, le Kremlin avait mis en garde l'OTAN sur les conséquences très négatives pour la sécurité européenne d'une adhésion de l'Ukraine. Et comme chaque soir, depuis le début des Jeux arabes en Algérie, un mot sur la compétition sportive qui se poursuit dans plusieurs disciplines. Le handball est à l'honneur ce soir avec un alléchant Algérie-Arabie Saoudite en demi-finale messieurs à la salle Hamou Boutlélis à Oran. Un match que suivra pour nous notre envoyé spécial Faisal Salah, que nous retrouvons d'ailleurs en direct d'Oran. Bonsoir Faisal. Bonsoir Khiro, les Verts doivent prouver qu'ils ont retrouvé leur forme, leur bon état d'esprit afin de gagner ce billet pour la finale dans un match très disputé avec l'Arabie Saoudite. En l'espace de 24 heures, l'Algérie a affronté l'Arabie Saoudite, doit affronter l'Arabie Saoudite 2 fois. Hier, c'était la première défaite d'Algérie. S'était inclinée sur le score de 22-15. Aujourd'hui, l'Algérie doit gagner pour aller en finale. La première demi-finale, c'était joué entre le Qatar et l'Irak. Le Qatar a, on va dire, battu l'Irak et s'est qualifié pour la finale arabe. Et quand on dit le Qatar, on dit un entraîneur algérien à la tête de cette équipe. Il s'agit de Chouaib Kafi, l'entraîneur du Qatar. C'était comment d'abord le match, le deuxième match face à l'Irak? Tout d'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, je tiens à féliciter mes joueurs pour leurs engagements, pour leurs esprits. D'autant plus qu'on a joué contre cette équipe de l'Irak. Moins de 24 heures, on a joué 2 matchs. Notre équipe a eu beaucoup de difficultés sur le plan physique. Quand même, on a géré, c'était une demi-finale. Demi-finale certes difficile, mais on a essayé de la gagner pour au moins atteindre la finale et pourquoi pas gagner le trophée, Inch'Allah. La finale sera jouée après-demain. Le Qatar face à l'Arabie Saoudite ou l'Algérie.
C'est à vous, c'est à vous. Et vous serez bien entendu présent pour couvrir cette finale comme depuis le début de ces Jeux Arabes. Faisal Salah, vous étiez en direct avec nous depuis Oran. Sur ce, on arrive au terme de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.